Ce n'est pas Kong, ni Godzilla, c'est quelque chose de plus grand. Enfin, Monarch, l'héritage des monstres, saison 2 est sortie, et le monde recommence à trembler. L'île du crâne se réveille, Kong réclame son royaume, Godzilla émerge comme un dieu inarrêtable, et depuis les profondeurs de l'océan apparaît le redoutable Titan X, une créature bioluminescente qui menace de rompre l'équilibre de la planète. Monarch est au bord du gouffre, le Monsterverse s'étend, et la guerre n'est plus seulement entre monstres, c'est une question de survie. Cette vidéo vous est présentée par le club Elite, N-Minutos. Si tu veux faire partie de cette grande famille, clique sur Rejoindre, continuons. L'histoire continue plongée dans un chaos total. Un groupe de scientifiques court désespérément pour sauver leur vie. Tandis qu'au loin, Kong mène une bataille épique. Le gorille géant détruit tout, des explosions éclatent partout. La docteure Keiko et son équipe montent dans un hélicoptère de secours. Cependant, pendant la manœuvre d'évasion, ils se retrouvent face à face avec le singe pendant de longues secondes interminables, laissant leur destin dans une incertitude totale. Ensuite, la narration montre Keiko se réveillant sur une civière, entourée de personnes en combinaison de protection biologique. Ils lui demandent de rester calme pendant qu'ils lui font divers examens médicaux, mais elle n'a pas la patience pour les formalités. Désorientée, elle demande où est son fils, voulant savoir d'urgence s'il va bien et s'il a survécu à l'attaque violente. Les hommes la laissent sortir en courant, l'un d'eux ordonne qu'on la laisse, affirmant qu'elle est sous sédation et n'ira pas loin. Peu après, Hiroshi apparaît et la rejoint sur le pont. Elle, agitée, lui demande où ils se trouvent exactement, ce à quoi il répond qu'ils sont sur son propre héritage, l'installation Monarch. À cet instant, la perspective s'éloigne pour révéler qu'ils se trouvent sur un immense navire de la société, plus précisément le numéro 18. Sur le pont de commandement, Tim informe l'équipe avec tristesse qu'ils ont perdu 16 personnes la nuit précédente. De plus, 12 autres se battent pour leur vie à l'infirmerie. D'après les images capturées, Kong n'est pas le seul problème présent. Quelque chose sur l'île a provoqué un comportement erratique et violent chez toutes les créatures. Pour Tim, tout cela est incompréhensible. Le gorille n'a jamais été hostile durant leur présence sur son territoire, malgré des centaines de tests. Il ne comprend pas pourquoi il a soudainement changé d'attitude. Alors que les sédatifs perdent progressivement leur effet, la docteure Keiko commence à retrouver certains souvenirs de ce qui s'est passé, revivant en particulier le moment douloureux où elle a dû lâcher Lee. Ce souvenir est devenu un véritable supplice qui lui cause une profonde tristesse. À ce moment-là, Natalia apparaît et se présente à l'équipe comme la sous-directrice de Monarca. Elle leur assure que tout s'éclaircira bientôt, mais Keiko veut seulement organiser au plus vite la mission de sauvetage pour Lee. Cependant, Natalia l'avertit que cela n'est pas envisagé. Mettre un pied sur l'île est une mission suicidaire. De plus, aucun d'entre eux n'est en état de visiter l'axe du monde, surtout elle, qui souffre de vision et se déconnecte de la réalité. Natalia essaie de se montrer aussi aimable que possible, uniquement par respect pour Keiko et son vaste héritage. Elle précise qu'elle commande ici, et refuse catégoriquement de leur accorder ce qu'ils demandent. À cet instant précis, la narration nous transporte dans le passé, plus précisément en 1957, dans le sud du Chili, lorsque Keiko était en mission d'exploration. Avec son époux, un batelier local les dépose sur un petit quai de bois. Après paiement, l'homme repart rapidement, sans se retourner. Bien que la barrière de la langue empêche Bill de communiquer facilement avec lui, son attitude pressée montre qu'il a peur de quelque chose de caché dans la région. L'équipe débarque dans un petit village, où l'hospitalité est totalement absente. En fait, personne ne sort pour les accueillir, et les rues semblent complètement désertes, ce qui donne au lieu une atmosphère inquiétante. Cependant, au centre de la colonie, ils découvrent une sorte de salle cérémoniale, ornée d'un symbole étrange et de traces évidentes de sang. En entrant dans la taverne, les habitants les regardent hostiles. Bill remarque alors un étrange poisson préhistorique empaillé au mur et tente d'en prendre une photo. Soudain, l'un des habitants attaque Bill et le renverse violemment. L'atmosphère se tend immédiatement lorsque Thomas sort un couteau. Avant qu'une tragédie irréparable ne se produise, quelqu'un d'autre intervient pour calmer la situation, leur demandant d'excuser Thomas en raison de sa profonde aversion envers les étrangers. Cet individu leur rend la caméra, mais les avertit sévèrement de ne plus l'utiliser, ce qui les pousse à se retirer. Encore sous le choc, après avoir failli être poignardé de retour sur le bateau, Kentaro essaie de comprendre l'ampleur des événements récents. Sa sœur est convaincue qu'ils doivent repartir, tandis que Lee affirme qu'il n'a jamais menti et reste essentiel pour eux tous. À cet instant, le récit révèle que Lee a effectivement survécu à sa chute.
Il est en vie quelque part dans l'axe du monde, et il attend sûrement d'être secouru. Après l'évanouissement de Keiko en réunion, les médecins ont dû la sédater de nouveau. Son état ressemble à celui d'un plongeur remontant trop vite. Elle doit s'acclimater, ce qui prendra plusieurs heures. Ils ont choisi de la garder sous sédation pour éviter qu'un malaise soudain ne provoque des blessures en chutant. Sa fille apparaît pour lui annoncer qu'elle reviendra chercher Lee. Bien que Natalia ait formellement interdit tout accès à l'île, ils n'ont pas l'habitude de suivre les règles établies. Face à cette décision, Hiroshi n'a que deux options, les aider activement ou rester silencieux. À ce sujet, il essaie de la raisonner, mais la jeune femme a déjà pris une décision ferme. Rien ne l'arrêtera, alors elle lui dit de collaborer ou de la soutenir. Pendant ce temps, dans une loge voisine, Brenda rend visite à Mai, s'inquiète pour elle et souhaite qu'elle contribue au succès de la mission. Brenda est prête à lui offrir une grande opportunité dans l'équipe de direction, mais précise qu'elle attend d'elle une nouvelle perspective. Cela implique que Mai devra probablement agir contre les souhaits de ses propres amis afin d'assurer un rôle important dans les événements à venir. Le lendemain matin, un hélicoptère décolle de la plateforme, tandis que l'on voit Mai marcher librement sur le pont, sans aucune supervision. Quelques secondes plus tard, Kate apparaît, et Mai lui avoue la vérité. Brenda lui a offert un poste clé dans la mission, tout en sachant qu'elle veut juste récupérer le code qu'elle a écrit. Elle pense sûrement que Mai est assez stupide pour tomber dans ses mensonges une seconde fois, mais cela n'arrivera pas. Mai est convaincue qu'une fois qu'elle aura obtenu le code, elle la jettera. Viejo y acudirá directamente ante Simmons para ganar puntos a... Son travail acharné sera jeté comme une vieille loque, et elle ira directement voir Simmons pour marquer des points aux dépens de son équipe. Une fois que Kate se rend compte que la loyauté de Mai n'est pas en doute, elle lui demande immédiatement de l'aider à exécuter son plan pour sauver Lee. Le temps file, et la fenêtre d'opportunité se réduit chaque seconde. Profitant de sa nouvelle autorité de futur membre de l'équipe stratégique, Mai demande l'accès à la passerelle de commandement, où Tim lui propose une visite détaillée. Elle feint un grand intérêt pour ses explications, dans le seul but d'accéder à un terminal qui lui permette d'assurer un passage sûr pour ses amis. Pendant ce temps, dans les couloirs, Hiroshi et ses enfants avancent discrètement, évitant les gardes dans leur tentative d'atteindre le hangar. Chaque pas qu'ils font comporte le risque d'être découverts, mais ils gardent une détermination absolue dans leur mission, après tout ce qu'ils ont déjà affronté. Sauver leur ami ne leur semble pas une tâche si impossible. Sur le pont, Mai félicite Tim pour sa vaste connaissance, le distrayant afin qu'il ne regarde pas les écrans et ne découvre pas les intrus. Celui-ci lui parle en détail des équipements à leur disposition. Pendant ce temps, elle fait semblant d'être impressionnée pour qu'il continue à parler, et elle parvient même à le rendre nerveux en se montrant un peu coquette. Lorsque l'équipe atteint enfin l'un des hangars, il prépare le canot pour s'échapper. Mais apparaît à la dernière seconde, monte avec eux, et ensemble, ils prennent la route du retour vers l'île de Kong. L'endroit semble désert à première vue, mais peu à peu, des créatures apparaissent sur les bords des montagnes, comme si elles protégeaient le territoire. Des crabes géants, autrefois inoffensifs, agissent maintenant en gardiens féroces, prêts à les déchiqueter avec leurs pinces dès qu'ils atteignent la plage. Les nouvelles ne sont pas du tout rassurantes. Toute l'île est dans un état d'euphorie violente. De plus, une tempête menace de s'abattre sur eux. Et selon les calculs de Hiroshi, ils ont moins de 8 heures pour accomplir la tâche et revenir avant que la tempête ne frappe de toute sa force. Le temps étant compté, l'équipe se met en route, à travers la forêt dense. Ils marchent d'un pas accéléré, tandis qu'au loin on entend les créatures rester agitées par une force inconnue. Soudain, un des oiseaux qui les avait attaqués réapparaît et commence à les renifler. Cependant, avant qu'ils ne puissent les découvrir, une autre créature différente lui tire une sorte de rayon puis l'attaque directement à la gorge. La pression causée par la morsure brise le cou de l'oiseau, qui passe instantanément de prédateur à proie. Quelques secondes plus tard, le monstre se retire, puis revient et atterrit près des jeunes. Pendant un instant, il semble les avoir découverts, mais en réalité, il ne fait que dévorer une larve au sol avant de reprendre son envol. Une fois de plus. À ce moment-là, la narration revient dans le passé, et Bill fait un grand effort pour analyser à distance cet étrange individu. Être accroché au mur vaudrait 1000 $ rien que pour l'avoir sur la table afin de l'observer de près. Mais les villageois ne s'intéressent absolument pas à son argent. Keiko pense qu'il s'agit peut-être d'un fossile, mais il insiste sur le fait que les habitants restent hostiles et les surveillent sans relâche. Quelques secondes après, la serveuse s'approche et, rompant la tension, invite Bill à danser. Bill tente de refuser, sans succès. Keiko l'encourage alors que tous se moquent de lui le voyant suivre le rythme. À ce moment-là, Lee ne peut s'empêcher de réfléchir à ce qu'aurait pu être leur vie. Et Keiko évoque aussi le passé, avec une certaine nostalgie.
Lee se rappelle avoir partagé son rêve de devenir père, profiter des barbecues du dimanche et avoir une épouse préparant la salade. Mais tout cela paraît être un idéal impossible actuellement. Sur l'île, les jeunes trouvent Kong endormi dans une vallée. Le souci. Keiko parle aussi du passé. Le problème est qu'ils n'ont pas le temps de contourner. C'est la seule route viable et ils doivent avancer très lentement pour éviter de le réveiller. Après quelques secondes de tension maximale, Kong bouge pour se retourner et sa main énorme se dirige dangereusement vers eux. Hiroshi leur dit de courir, mais Mei, pétrifiée, est sauvée de justesse par Kate qui la pousse. Quand la main géante tombe, Kate se retrouve dans l'espace vide entre les doigts, échappant par hasard à la mort. L'équipe croit l'avoir perdue un instant, mais en la voyant émerger entre les doigts de Kong, le soulagement est immense. Bateau. Keiko souffre encore des effets secondaires de son séjour dans l'autre monde. Tim s'approche pour lui parler, mais la docteure est incapable de penser à autre chose qu'à la mission. Elle lui demande instamment de ne pas la dénoncer aux gardes, car son seul désir est d'observer la situation à distance. Tim décide de l'inviter sur le pont de commandement, et lui montre les images satellites qu'ils ont de l'île. En les voyant, elle se sent petite dans ce milieu technologique, et ressent une impression d'immunité. Tim lui rappelle son importance fondamentale. Les satellites et la technologie ne sont rien sans un guide expert, et elle est cette personne. À cet instant, Keiko découvre que l'organisation sait exactement où se trouve Kong à tout moment. Cette information pourrait être vitale pour qu'une équipe parvienne à l'éviter, en traçant un chemin sûr vers le centre de la base pour sauver Lee. Cependant, Natalia n'est pas prête à risquer plus de vies, arguant qu'ils ont déjà assez de problèmes avec ce qui s'est passé. Pendant que Natalia examine une vidéo de l'attaque, c'est Keiko que tout le monde avait négligé. Pendant à peine une seconde, une créature étrange apparaît dans le cadre. Après avoir clarifié l'image, elle identifie aussitôt l'objet et révèle à tous ce qu'ils avaient découvert au Chili des années auparavant. Kong ne les attaquait pas. En réalité, il essayait de détruire ces créatures. À ce moment, la narration revient à la danse de Bill avec la serveuse, qui profite de leur proximité pour enfin répondre à ses questions. Bill lui explique qu'il était marin, jusqu'à ce qu'un événement inexplicable surgisse de l'océan et détruise son bateau. Ce jour-là, de nombreuses personnes précieuses ont perdu la vie, ce qui a marqué le début de sa quête inlassable pour découvrir tout ce qui était possible. Au sujet des monstres, quand il prononce ce mot, la serveuse l'interrompt et lui demande de ne pas les nommer ainsi. Elle lui explique que, dans ce village, ces entités sont vues comme des dieux et que les habitants les vénèrent religieusement. C'est leur croyance et ils sont prêts à tout pour protéger leurs secrets. D'un ton profondément inquiet, la femme lui dit de partir au plus vite, et il comprend enfin qu'ils sont réellement en danger. Cette nuit-là, la lune au-dessus du village avait un aspect très différent. Ce lieu cache vraiment quelque chose de sinistre et d'intéressant. Mais comme les villageois les méprisent, ils n'ont même pas un endroit sûr où passer la nuit. Puisque leur argent n'a aucune valeur dans cet endroit, ils n'ont pas d'autre choix que de passer la nuit dans la taverne. Cependant, la serveuse apparaît soudainement pour leur rappeler qu'ils doivent partir immédiatement, car ils courent un danger imminent en restant. Elle s'éloigne. Luna propose de leur trouver une barque pour leur fuite, mais eux, en tant qu'explorateurs habitués à prendre des risques chaque jour, décident de lui proposer un marché. S'ils voient ces dieux, ils partiront pour de bon. Une fois leur tâche achevée, ils promettent une généreuse récompense et de ne jamais revenir, mais tiennent à découvrir leurs secrets. De retour dans la jungle, l'équipe retrouve l'ancien site de la base, désormais réduit à des décombres et à la désolation. Il n'y a aucune trace de vie, seulement des ferrailles tordues et des vestiges d'un feu de sauvage qui les repoussent. La lune se déplace, les villageois se déplacent dans la rue et la lune avance. Les villageois avancent et les villageois traversent la rue. Ils avancent, les villageois. Le feu brûle encore parmi les ruines. Pendant ce temps, sur le bateau, Keiko continue son récit jusqu'à ce qu'on lui annonce que sa famille a volé l'un des véhicules et que selon le GPS, ils sont déjà sur l'île. Ils ont atteint leur objectif, vont poursuivre Lee et rien ne les arrêtera. Natalia réalise alors avoir perdu le contrôle et décide de conclure une trêve avec Keiko. Elle devra révéler absolument tout ce qu'elle sait si elle veut sauver sa famille et son ami. Les équipements fonctionnent, mais il faut allumer les générateurs manuellement. Pour cela, le groupe doit se séparer sans activer le périmètre de sécurité. Ignorant les menaces potentielles ayant traversé les installations, mais propose d'accompagner Kentaro dans cette mission. En arrivant dans la salle des machines, il saisit les codes de sécurité et actionne les commandes, provoquant immédiatement plusieurs décharges d'énergie spontanées. Même si l'électricité est rétablie, le réseau reste instable et ne tiendra pas longtemps. Pire encore, lorsque la lumière éclaire enfin l'endroit, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls. L'ombre d'une créature énorme se projette juste derrière eux. Il s'agit d'un lézard géant qui s'approche rapidement, détectant leurs traces grâce à son odorat.
Kentaro jette sa lampe pour le distraire, mais l'astuce ne fonctionne qu'une seconde. La créature attaque celui qui capte son attention, permettant à Kentaro de la finir avec un chariot élévateur et ses lames métalliques. Pendant ce temps, Kate et son père préparent tout pour le rétablissement de l'alimentation. Ils positionnent la capsule et calibrent les capteurs. Au cours de leur tâche, Kate demande à son père pourquoi il est parti si longtemps. Il répond qu'il n'était pas lui-même à l'époque, une explication qu'elle juge insuffisante. Après un silence gênant, Hiroshi avoue être tombé amoureux d'une autre. Emiko, la mère de Kentaro, est devenue son univers. Il a pu repartir de zéro et être lui-même, ce qui était difficile avec la mère de Kate. À cet instant, la narration nous transporte auprès de Lee, qui se trouve perdu dans le monde Naxxis. L'endroit est rempli de dangers, et peu de temps après avoir réussi à amortir sa chute spectaculaire, il tombe sur une sorte de sanglier sauvage couvert de cornes. Prêt au combat, Lee tente d'atteindre son arme, mais il découvre qu'elle a disparu. Il ne lui reste plus qu'un petit couteau pour affronter la bête, et la situation ne semble pas du tout prometteuse. De retour avec le groupe, Natalia soutient pleinement la mission, et un hélicoptère avec l'équipe part vers l'île, alors que la tempête s'intensifie. Parfois, ils pensent faire demi-tour, les pilotes proposent d'abandonner, mais pour Keiko, pas de retour possible. Elle ordonne de continuer vers la zone de destruction, où l'équipe au sol a réussi à reconstruire ce qui était nécessaire pour le voyage. Lorsque l'électricité revient, Hiroshi s'apprête à activer la machine. À ce moment, les hélicoptères de renfort apparaissent, mais ne peuvent pas atterrir à cause des décombres. Les garçons, ignorant la trêve, croient qu'ils viennent les arrêter. Hiroshi doute que cela fonctionne. La dernière fois, ils ont testé plus d'1 an, dans des conditions idéales, loin de la situation actuelle. Il ne supporte pas la culpabilité d'un possible échec, mais Kate lui ordonne de continuer maintenant qu'ils sont si proches. Elle le supplie de l'aider, d'être le père qu'il n'a jamais été, et de la soutenir dans cette mission suicide. Pendant que Hiroshi prend un temps précieux pour réfléchir à sa réponse, la narration revient dans le passé, pour voir ce que la serveuse montre à l'équipe. Elle les conduit à une grotte en périphérie du village, et avant d'entrer, rappelle les termes de l'accord. Ils verront l'intérieur, puis partiront à jamais. La curiosité dévore Bill et Keiko, alors ils lui demandent de se dépêcher. La femme les conduit à travers une série de tunnels, tandis qu'ils s'efforcent de mémoriser le chemin du retour. Sur les murs, des centaines de fossiles sont visibles, mais les peintures rupestres montrant un dieu de la mer leur apportant l'abondance sont particulièrement intéressantes. Chaque année, les villageois attendent son retour et offrent des présents à la divinité, qui leur accorde de généreuses pêches. C'est pourquoi ils le défendent avec ferveur. Sans sa protection, le village aurait péri depuis longtemps. De retour dans la jungle, Natalia et son équipe atterrissent loin de la zone détruite et arrivent à quelques minutes avant la tempête. Keiko supplie sa fille de revenir. Avec le soutien total de Monarca, ils peuvent se retirer pour améliorer le voyage et ouvrir la faille quand ils seront sûrs du bon fonctionnement du système. Elle lui explique qu'elle aussi souhaite de tout son être retrouver Lee, mais rien de ce qu'elle observe à cet endroit ne lui indique qu'il puisse réussir pour l'instant, insiste-t-elle auprès de son équipe. Ils atterrissent loin de la zone de destruction et parviennent à arriver seulement quelques minutes avant ce qu'elle observe à cet endroit. Cela lui indique qu'il puisse réussir pour l'instant. Elle insiste sur le fait qu'ils ont besoin de temps pour préparer une mission cohérente et sûre. Cependant, le temps est précisément ce que Lee n'a pas. Personne ne sait avec certitude s'il est encore en vie, et si c'est le cas, encore moins combien de temps il pourra survivre dans un environnement aussi rempli de dangers mortels. Hiroshi supplie également sa fille de reconsidérer ce qu'elle s'apprête à faire, même si pour tous, sauver Lee est une priorité absolue. Il ne pense pas qu'il faille risquer la vie de Kate dans ce qui ressemble à une loterie. Malgré les demandes répétées de sa mère de revenir, Kate se rappelle que Lee a refusé de lâcher prise et lui a sauvé la vie. C'est pourquoi elle est déterminée à faire exactement la même chose pour lui, quelles qu'en soient les conséquences. Avant que quelqu'un puisse l'arrêter, Kate active la machine et la faille s'ouvre violemment. L'énorme décharge d'énergie réveille Kong et fait fuir le sanglier en même temps. Dans l'autre monde, Lee parvient à voir la capsule entrer dans l'Axis Mundo et court désespérément pour l'atteindre. Malheureusement, la structure atterrit juste au pied d'une énorme montagne qui commence à s'effondrer, révélant une menace bien pire. Sous sa base, derrière Lee, des centaines de scarabées affamés s'approchent rapidement. Ces créatures se jettent sur lui alors qu'il lutte pour atteindre la capsule. Soudain, la montagne se désintègre en 1000 morceaux, et ce qu'ils avaient vu dans les peintures rupestres du Chili devient une réalité terrifiante. Une énorme créature marine, ayant la forme d'une pieuvre cuirassée, émerge devant Lee. Il parvient à se jeter à l'intérieur de la capsule, et appuie sur les boutons pour lancer la séquence de retour, tout en observant à travers la fenêtre les énormes tentacules se refermer sur lui. Au moment où la capsule traverse la fissure, la pieuvre cuirassée la traverse aussi, et tous deux commencent le transit vers la Terre. Au même moment,
Lee doit livrer un combat à mort contre l'un des scarabées qui a réussi à s'introduire dans la capsule avant qu'il ne puisse fermer les coutilles. Utilisant son couteau, Lee poignarde le scarabée dans l'œil, mais la créature le mord férocement au bras avant de se cacher derrière lui pour l'attaquer à nouveau dans le dos. Pendant ce temps, sur Terre, la catastrophe éclate lorsqu'un des tentacules du monstre écrase Natalia. Au moment où l'entité traverse complètement le portail, l'équipe, terrifiée, supplie Kate de refermer la fissure immédiatement pour éviter qu'il n'arrive quelque chose de pire. Cependant, à ce moment précis, la capsule parvient à traverser, et Lee revient sain et sauf avec eux. Ensuite, Kong apparaît visiblement furieux et détruit le portail d'un seul coup de poing. La fissure se referme instantanément. Mais le dieu de la mer a déjà réussi à entrer dans ce monde, et un nouveau rival a émergé des profondeurs. L'équipe parvient à s'échapper sain et sauf avec eux. Ensuite, Kong apparaît visiblement furieux et détruit le portail avec lui. Mais le prix à payer a été élevé. Ils ont perdu Natalia, et maintenant une nouvelle menace se dirige irrésistiblement vers l'océan Kong. Malgré sa puissance, il ne peut poursuivre la créature dans les abysses, laissant le destin des mers incertain. Pendant ce temps, l'équipe digère l'amère victoire de retrouver leur ami.